À 35 ans, j'étais célibataire et je ne rêvais que d'une chose, c'était de devenir maman. En fait, ça m'obsédait, je voulais devenir maman depuis des années. Et j'avais même du mal à voir des femmes dans la rue pousser une poussette, ça me faisait monter les larmes. Et quand je parlais de cette détresse sentimentale, parce que je trouvais vraiment personne, on me disait « ça va, c'est bon, je me fais pas de soucis pour toi ». À 17 ans, je trouvais pas de petit copain et le destin a fait que j'ai rencontré une personne qui est devenue mon amoureux. C'est une relation d'emprise qui m'a tendu la main et je suis restée séquestrée, enfermée, j'ai connu la violence. Et de l'extérieur, mes amis me disaient « Oh, mais ça va, t'es en couple, je me fais pas de soucis pour toi ». C'est drôle parce qu'on a toujours une image, une impression, un avis sur les gens, sans vraiment les connaître. Non, parce que quand on gratte un peu, on sait que derrière chaque histoire, derrière chaque réussite, il y a des moments de détresse, de doute, il y a même des histoires assez terrifiantes. Et on va en parler avec vous ce matin. On a reçu 2 invités incroyables, exceptionnels pour aujourd'hui. Keys, qui est un artiste, percussionniste et c'est un ponte du développement personnel. Et puis Aurélie Preston, artiste, auteure, chanteuse qu'on ne présente plus, qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous et pour qui la plupart des gens ne se font pas de soucis. Évidemment, on ne se fait pas de soucis pour eux. Allez, on les récupère. Coucou les amis, comment ça va? Hello. Hello. Ça va et Alors, vous les amis, mon Keys, mon Aurélie, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Toi, C'est un Aurélie, grand plaisir. on te connaît du petit écran, de la télévision. On t'a vu dans plus de 7 émissions, je crois. 8. Je sais même plus. Elle les compte plus. Elle les compte plus. Beaucoup. Artiste, auteur, tu as sorti des tas d'EP, de singles. Tu as sorti un livre qui est best-seller avec une réédition, on en reparlera. Ouais. On t'a connu au plus bas, au plus haut. Et aujourd'hui, tu es là Avec pour nous nous. montrer une Aurélie qu'on connaît un petit peu moins. Et toi, mon Keys, tu es une personne formidable que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux Merci. qui diffuse ton amour pour les autres, ton amour pour la vie et cette bienveillance qu'on a envie de retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, tu as fait le tour du monde, tu as été dans les plus grands clubs, faire des shows incroyables. Et c'est parti de petites connexions que tu as fait et de fil en aiguille, tu as réussi à te faire un nom dans le secteur du spectacle. Voilà, donc on est super content de vous avoir aujourd'hui. D'où venez-vous? Toi, Aurélie. Moi, je suis née dans le 93, à Saint-Denis, et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 16 ans. Donc c'est vrai que c'était assez hard, on va dire. Déjà d'être sans parents, la petite blanche, voilà, c'était assez compliqué, mais je trouve que aujourd'hui c'est une force. Sans parents, pourquoi sans parents? Bah, malheureusement, j'ai pas eu la chance de connaître mon père. Il est décédé il y a 7 ans maintenant. Et ma mère m'a abandonnée, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, qui m'a récupérée parce qu'il était dans la drogue, il s'était tombé dans l'héroïne. Donc tu as été élevée par ta grand-mère Oui, à Paris. exactement. Elle fait jouer à tout. Quand on grandit comme ça, petite fille, toute mignonne, une petite poupée, j'imagine quand elle était petite, dans une cité avec aucune figure maternelle et paternelle, avec sa mamie, est-ce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous là Bien Qu'est-ce que je sûr. vais devenir? On va dire que c'est difficile de trouver sa place. Et en fait, en réalité, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais où je dois aller et qui je suis. Et on apprend à se construire sur un terrain que j'appellerais non constructible. Tu vois, c'est-à-dire où tu vas venir créer ta maison sans avoir ni De repère, socle, ni ni rien, rien, de ouais. socle, ni rien. Et au final, bah, ça va aussi t'apprendre à te briser pour te réinventer après par la suite. Et du coup, tu parlais de ta grand-mère. Tu as toujours ta grand-mère? Oui, je l'ai toujours. Et vous avez une relation comment, toutes les deux? On est fusionnels. C'est la personne qui compte le plus pour moi dans ma vie. Elle a été mon pilier, aujourd'hui je suis le sien. Parce que bah, quand on est jeune, on a besoin de grandir. Et quand on vieillit, bah, on a besoin aussi d'être accompagné. Donc voilà. Et c'est la maman de ton papa, de ta maman? C'est la maman de ma maman. Je connais personne du côté de mon papa malheureusement. Et bah, le décès a fait que ça s'est encore plus creusé l'écart. Et je ne connais personne de son côté. Merci. Keys, tu es née où, toi? T'es Alors moi, je d'ici? suis né en Lorraine. Je suis pas d'ici. Je suis D'accord. un produit importé. Je suis né à Nancy, à côté de Nancy, et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 15 Alors, quand ans. on dit ici, alors vous voyez la Tour Eiffel, c'est ici à Montpellier, puisqu'on enregistre cette émission dans le sud. C'est exact. Mais donc, ouais, tu es un Lorrain exporté dans le sud. C'est ça. Mais je suis à Montpellier depuis 2000. Je suis arrivé pour la fac de sciences. J'ai adoré cette ville. Donc, du coup, bah, je suis resté là et voilà, j'ai fait ma vie beaucoup sur Montpellier. Mais t'as arrêté les sciences.
J'ai arrêté les sciences. J'ai fait des études en sciences, de différentes sciences. J'ai été cadre commercial après ça, donc absolument rien à voir. Et un jour, j'ai voulu commencer la musique, qui a pris de l'ampleur, et c'est devenu ma vie à part entière. J'ai vécu de la musique, ça fait 15 ans que j'en vis. Et toi, justement, excuse-moi Alice, on parlait du rapport aux parents et à l'enfance. Comment ça se passait avec tes parents ? Alors, j'ai connu mon père biologique très tard, quand j'avais 32 ans. Donc j'ai vécu avec mon beau-père, ma mère et mes frères qui sont mes demi-frères. J'ai pas de frères entiers, on va dire. C'est des demi-frères, ils sont entiers quand même. Mais, Des moitiés de frères, ok. mon enfance s'est bien passée. C'était pas une enfance ouf. J'avais un peu de frustration, on va dire. Je pense que j'étais un petit peu mis de côté. Je m'en rendrais pas forcément compte. Tu savais que c'était pas ton vrai papa. Je le savais, mais je suis pas sûr d'avoir. On n'avait pas le même nom de famille, mais je sais pas si j'avais tous les éléments. Ouais, mais je le savais, quoi. Je savais que c'était pas lui. Et il se comportait comme ton père, par contre ? Ouais. Mais je pense qu'il y avait quand même des différences. Et je m'en rendais pas forcément compte sur le coup. Je m'en suis rendu compte peut-être plus tard. Mais bon, mon enfance a été quand même. Ça va. Et ton rapport justement avec tes demi-frères ? Alors, C'est tes frères ? c'est des frères, certains plus que d'autres. J'ai un défunt frère qui est décédé quand j'étais au lycée, d'un cancer. Donc c'était un petit peu compliqué, qui habitait donc un fils de ma mère, donc qui habitait avec nous. J'ai 2 autres frères du côté de ma mère et j'ai 2 frères du côté de mon père que j'ai rencontrés en même temps quand j'avais 32 ans. Donc tu as un demi-frère qui est décédé c'est ça. Du cancer. Ouais. Comment ça se passe de c'est perdre une épreuve quand même de perdre un membre de sa famille. C'est compliqué, alors surtout que sur la fin, il y a eu plusieurs années. Tu avais quel âge toi à ce moment-là ? Moi j'étais l'année du bac, j'avais 17 ans. Et lui avait ? Lui, il avait 14 ans quand il est décédé. Ouais, donc vous étiez assez proches déjà ouais. d'âge. Tu avais grandi avec lui, éduqué avec lui. Carrément. Même maison, même chambre, même jeu. Ouais. Donc alors ce qui était compliqué en plus, c'est qu'à la fin, on s'est retrouvé qu'un lit médicalisé dans le salon. Il avait un cancer des os, donc il avait une jambe qui était énorme, avec un infirmier, il avait des plaies ouvertes. Enfin, on a vécu ça avec lui, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Et j'ai une anecdote j'ai fait la fac de sciences. On était à Perpignan. J'ai fait la fac de sciences à Montpellier. Je me suis rendu compte que l'hôpital où il est décédé, c'était en haut de la rue. Et j'avais pas tilté sur le coup. On avait fait un Noël avec lui, avec une maison juste à côté, et j'habitais à 100 mètres de cette maison. Donc sur le coup, j'ai fait un blocage, ça m'a fait remonter plein de choses. Est-ce que tu as eu le temps de lui dire tout ce que tu voulais lui dire ? Parce que quand la maladie emporte comme ça non, pas un vraiment. monde autour de soi, on se dit demain je lui dirai ça, je voulais dire ça, et puis on n'a pas forcément le temps de dire les choses. Ouais, mais pas vraiment. Mais en fait, il y a eu un événement. Alors dans ma famille, on n'a jamais été très câlin. Et c'est un truc que je fais par rapport à mes enfants. On se fait beaucoup de câlins pour le coup. Et du coup, c'est avec mon beau-père où un jour, je l'ai pris dans mes bras parce qu'il y a eu des larmes et tout. Et c'est la première fois, et peut-être même plus ou moins la dernière, où ça s'est passé. Et c'était par rapport à tout cet événement, parce que mon frère était en fin de vie et tout. Et c'est un truc qui m'a interpellé. C'est intéressant que tu sois parti après dans le milieu artistique, parce que quand on est, entre guillemets, l'enfant sauveur, enfin celui qui reste, tu veux pas déranger, tu veux que ça marche pour toi, tu veux être dans l'optimisme pour finalement dire, bah oui, mais moi je suis encore là, et regardez tout ce que je sais faire, et quelque part aussi on essaie peut-être au fond de soi de combler quelque chose, parce que c'est dur de perdre un membre de sa famille. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment que tu avais quand même un rôle pour faire tenir ta mère, ou c'est quelque chose qui était inconscient ? Je pense que c'était plus inconscient, ouais. Je n'étais pas dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, avec le recul, je l'appréhende différemment, mais à l'époque, j'étais un gamin et je le ressentais pas forcément comme ça. Ouais. Tu parlais de câlins et tu disais un truc très joli. C'est dans beaucoup de familles où on a mal à se faire des câlins. Et dans une famille où justement on n'a pas de câlin, comment ça se passe ? Quand on n'a pas la maman pour faire un câlin, ou quand on n'a pas le papa pour faire un câlin ? On se câline avec la musique. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, la musique, ça a sauvé ma vie. Et le fait aussi de pouvoir faire de la danse et de m'exprimer à travers mes passions. Et aussi le fait de grandir à travers les dessins animés. Et tout ça, on en a déjà parlé à Alice. Parce que je trouvais ça hyper intéressant de parler de ça. Qu'en fait, on apprend à pallier aux étapes de la vie et aux gens méchants en regardant les dessins animés. Parce qu'au final, c'est toujours le gentil qui gagne. Mais t'as pas l'impression justement de te faire avoir, parce que lorsque la vie est trop idyllique comme dans les dessins animés, qu'il y a des bons et des méchants, souvent quand on est dans la position du bon, on donne tout au bon et on se fait avoir par le méchant. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est justement en n'ayant peut-être aucune limite à la base et aucun cadre qu'on arrive après à poser ses limites. C'est-à-dire que moi, par exemple, toute ma vie, je culpabilisais limite de dire quelque chose à quelqu'un
alors que je le pensais, que je le ressentais au point que ça empiétait mon espace vital, mon oxygène. Et au final, je trouve que c'est quand on est vraiment dans le milieu de réflexion et qu'on ne va pas au bout de son idée, qu'on arrive à être dans la culpabilité, le fait de se dire mais je vais pas être apprécié si je dis ça, ou je vais pas être aimé, j'ai été abandonné, donc j'ai besoin que tout le monde m'aime autour de moi ou autre. Alors que quand on va au bout de la réflexion et qu'on assume vraiment ce qu'on pense, qu'on le pose aussi bien par papier ou qu'on le pose même oralement lors de longues discussions ou autre, et ben après on sent une liberté qu'on n'a jamais eue avant. Et moi qui te connais très bien, je trouve que tu as beaucoup évolué là-dessus. Oui, parce que dernièrement je me suis libérée de ça, j'ai arrêté de parler à ma mère. Parce que je l'avais pardonnée 20 milliards de fois et elle est toujours dans l'alcoolisme et dans d'autres choses. Et j'ai décidé d'arrêter, en fait. Je ne vais pas passer ma vie à essayer de la sauver si elle ne veut pas se sauver elle-même. Et c'est moi que je dois sauver aujourd'hui. C'est moi que je dois apprendre à aimer. Et on est victime de l'abandon, mais on reste responsable de sa victimisation si on n'avance pas dessus, en fait. Comment on fait pour ne pas tomber dans les mêmes travers? Comment on fait lorsqu'on est élevé par une maman, même si tu parles de ta grand-mère et tes pères, qui a des addictions, etc., pour que ça ne devienne pas naturel et pour pas tomber aussi dans ces addictions? Bien, je dirais que déjà, ça dépend aussi de qui nous élève. Donc moi, j'ai la chance quand même que ma grand-mère ne boive pas, ne fume pas. Elle se nourrit extrêmement bien. Voilà. Et ça a été aussi une maman pour moi parce que j'ai fait mon transfert sur elle. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut savoir en fait d'où viennent les addictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, mais 70% des personnes qui ont une addiction est due à un stress post-traumatique. Donc en fait, on va souvent traiter les conséquences, mais jamais les causes. Et je trouve que ça doit aller de pair, en fait. Et moi, après, personnellement, le fait d'avoir vu ma mère tout le temps bourrée, d'avoir vécu des tentatives de suicide, rien que l'odeur de quelqu'un alcoolisé ou de la transpiration, ça me dégoûte, en fait. Je suis à l'antipode et puis je voulais aussi me battre pour ne pas être elle. C'est-à-dire, ma mère, elle n'a pas de poitrine. J'ai voulu de suite, elle a 18 ans, me faire refaire les seins. J'ai passé mon permis de conduire. Je voulais être l'antipode, l'opposé de cette femme. Moi, j'ai vu une scène une fois. C'est très personnel. J'ai vu une scène une fois où tu as failli être étouffée par ta mère, qui te prenait par le cou. Et tu nous avais appelé à la rescousse, mon conjoint et moi-même. Et Aurélie, il faut savoir que c'est donc cette personne qui voit sa mère en même temps dans des phases d'amour, de grand amour, et puis des phases un peu de délirium. L'alcool a pris le dessus parce qu'après, en fait, au bout de 15 ans ou de 20 ans, ça déclenche certaines démences telles que la schizophrénie. Donc, elle va avoir pendant 2 minutes « Je regrette ma fille de t'avoir abandonnée, je t'aime ». Et puis 2 secondes après, elle veut me tuer. Donc, c'est très difficile. Et puis même Alice, qui me connaît maintenant depuis quand même un moment, quand je lui disais « ça va pas chez moi » ou que j'ai des soucis, elle ne se serait jamais doutée de ce que j'ai pu vivre. Je pensais même pas que ça existait en France, en fait, ce genre de cas de figure. On ne le voit même pas dans les films. Ce degré de... C'est choquant. C'est extrêmement choquant. La force de l'esprit, à ce moment-là, c'est très important. Et je rebondis avec toi, puisque tu travailles beaucoup le développement personnel et le fait d'être bien dans sa peau. Est-ce que c'est possible quand on est brisé comme ça? C'est d'ailleurs le titre de ton livre. Quand on est brisé, est-ce qu'on ne reste pas quand même toujours fissuré? Alors, je pense que forcément, il y a des traces. On a tous des parcours qui vont être différents, des personnes où ça va être un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué que d'autres. Et il y a certains parcours où on va être forcé d'être accompagné pour essayer de minimiser, mais on a toujours des traces. Après, je pense que c'est aussi ces traces qui vont faire qui on est et qui vont nous donner envie de partager telle ou telle chose. Mais ouais, forcément, il y a toujours des fêlures quelque part. Vous êtes un peu comme des vases qu'on répare. Je pense que tu as la ref. Le kintsugi, c'est l'art japonais en fait de se réparer à l'aide de poudre d'or. Et c'est ça qui nous rend encore plus beau et plus fort après. Et je pense que oui, on peut être brisé, mais je pense qu'en fait, on ne peut jamais être reconstruit et aussi bien construit qu'en ayant été brisé en réalité. En tout cas, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai comment tu évolues. Et du coup, quand tout est noir comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pète un plomb? Je dirais qu'il n'y a pas un moment où on pète un plomb, je dirais que c'est la répétition de trauma. Par exemple, si tous les jours je te fais ça, je te le fais une fois, ok. Je te le fais 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est ça qui fait que tu te fissures au point d'en être en miettes, en fait. Et c'est là que c'est plus difficile. Et c'est aussi comme ça qu'il faut apprendre à justement ne pas attendre qu'on t'ait tapé 30 fois ou 40 fois ou 50 fois sur le bras avant de dire stop. Ouais. Oui, parce que la plupart des gens t'ont connu... d'ailleurs, pense toujours que tes traumas étaient liés avec le harcèlement que tu pouvais vivre via la télé-réalité pour ceux qui ont la ref. Ouais. Alors justement, pour ceux qui ne l'ont pas comme moi, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, tu as fait de la télé-réalité. Oui, je suis rentrée dans une émission qui s'appelait Les Marseillais à l'époque. Moi, j'avoue que je voulais y aller parce qu'on m'avait promis de faire de la musique et c'était mon rêve. Oui. Donc voilà, les gros yeux pétillants. J'arrive sur un tournage télé. En fait, je me rends compte que c'est l'horreur et que c'est tout l'inverse de ce qu'on m'a annoncé. Et puis, j'ai vécu la méchanceté, que ce soit sur mon physique, sur ma voix. C'est-à-dire que même si je faisais des abdos dehors, dans le jardin, c'était « Oh, regarde, Michelin ». Mais en fait, si le sport, c'est ce qui me fait aller bien. Si la musique, c'est ce qui me fait aller bien. Puis moi, je m'attendais, on va dire, de pairs ou de gens qui ont peut-être une expérience comme The Voice ou ce genre de choses, à pouvoir prendre de leur richesse et de leur savoir et pas de me faire lyncher, en fait, publiquement. On a même été sur... Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'Arcom et de C8, tout ça, mais à l'époque, moi, on m'a mis quand même une poupée gonflable avec mon visage en photo dessus sur un plateau télé. Ah ouais. Donc quand on voit qu'aujourd'hui on parle de Cyril Hanouna et de Loana, j'ai envie de dire les gars, vous vous rendez compte ce que vous avez fait il y a 10 ans déjà? C'est terrible. Et du coup, le fait d'avoir été exposé, d'avoir été critiqué suite à cette exposition, quel effet ça a eu sur toi? En fait, ça a été très difficile pour ma mamie déjà, parce que franchement, pour une dame de cet âge-là, c'est horrible. Ah ouais, tu vois ta petite fille, etc. Exactement. Et puis, je voulais pas du tout rentrer dans le côté malsain à me mettre à leur niveau. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aller dans le jardin, par exemple, de la villa, je m'auto-coachais. Je me disais, non, t'as vécu l'abandon, t'as vécu ci, t'as vécu ça, tu peux pas lâcher maintenant. Tu vas pas Parce qu'en gros, si tu n'allais pas au bout de l'émission, ton rêve ne se réalisait pas de la musique et tes singles ne sortaient pas. Ah oui, c'était un contrat ou c'était... Oui. Ouais. Très, très vicieux. Très, très vicieux. Et donc, j'ai tenu jusqu'au bout, mais c'est surtout après le harcèlement, quand il se propage. Parce qu'en plus, à l'époque où j'ai fait les Marseillais, il y avait le début d'Instagram. Donc, j'ai connu tout ce qui était le début aussi de la déferlante de haine et du cyberbullying. Donc, c'était horrible pour moi. C'est beaucoup de critiques sur le physique. Je crois que c'est quelque chose que tu as vécu aussi, Alice, des critiques sur le physique. Oui, régulièrement, moi. Est-ce que... Et tu l'assumes et tu m'en parles encore tout à l'heure. Vous avez toutes les deux fait de la chirurgie. Est-ce que justement c'était pour vous sentir mieux et qu'au final vous avez été victime vous-même des choses que vous avez faites pour justement être mieux? Ouais, c'est très juste ce que tu viens de dire parce que moi comme Aurélie, c'était pour me défaire de l'anorexie, de mon image très maigre. Donc moi ça a été mon côté pour justement au contraire me dire ça y est, c'est un autre monde, c'est une autre moi, c'est une autre couverture, c'est voilà. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on fait de la chirurgie. Souvent ils pensent que c'est ça pour te rendre plus pulpeuse, pour être plus, j'en sais rien moi, séduisante. Oui. Alors que ça n'a rien à voir. Souvent c'est beaucoup plus personnel la chirurgie esthétique. Moi, c'est vraiment pour ressembler à ma mère. Ouais. Et puis après, j'ai trouvé ça hypocrite, et c'est ce que je disais à l'époque même, puisque moi, à l'époque, je portais des lace wigs, comme le fait aujourd'hui Bilal Hassani, tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'Alice et moi, on a toujours été un peu précurseuses de certaines tendances et de choses. Non, mais il faut le dire, parce que vu qu'on se base beaucoup au Japon, aux États-Unis, à plein de techniques, et que la France, elle est quand même toujours à 10-20 ans de retard. Et en fait, c'est les gens comme nous qui, au début, prennent cher et aujourd'hui, tout le monde fait pareil. Et puis, en plus, quand ils le font, c'est pas très bien fait. Les gens qui sont critiqués aujourd'hui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'ils étaient avant. Ouais, mais après, moi, tu sais, je les critiquerai pas parce que je suis entière. Tu sais que je n'ai même pas compris cette phrase. Les quoi? Les laid quoi? Les lace wigs, c'est les fausses perruques comme Beyoncé ou Kim Kardashian qu'elle porte avec un faux cuir chevelu. Par exemple, ça existait déjà il y a 15 ans. Tu t'avais la ref ou pas? Parce que moi, je n'ai pas compris la phrase. Alors, je l'avais parce que la mère de mon fils à New York est afro-américaine. Donc, du coup, elle connaît bien. Ouais. Ok, moi, je ne l'avais pas. Donc, dites-nous en commentaire si vous connaissiez, si vous avez la ref ou s'il n'y a que moi qui est vraiment has-been. Welcome en 2024. Excusez-moi. Et toi, tu mets des laces? Des laces? Alors, j'ai tenté un peu. Vous savez que j'ai les cheveux longs sous ma casquette. C'est vrai, mais on peut voir. Ah non, mais parce que en fait, les gens pensent que j'ai pas de cheveux parce que je les rase bien, mais en vrai. Bienvenue. Mais il a une vraie wig. Mais en fait, un côté un peu viking. J'ai les cheveux longs. C'est Kiki. Waouh. Et t'as un petit côté Ragnar. C'est ça. Ouais. C'est ça. Avec la musculature en moins, mais. Toi, donc tu fais des percus. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup ce monde des percus parce que effectivement c'est du son et ça va te parler, ça ambiance, etc. Ouais. Mais c'est aussi l'instrument des chamans. Et ça va un petit peu, c'est en adéquation avec ton statut de coach en développement personnel, puisque tout ce qui est chamanique, c'est pour se sentir mieux, c'est pour sortir aussi toutes ces aptitudes de soi. Est-ce que tu utilises les percussions à ce but-là? Est-ce qu'il y a ce truc-là, d'envoûter les gens?
Alors à la base, non. Ça s'est fait en fait. J'ai fait une conférence où j'étais avec Alice, ma première conférence. Je fais beaucoup de baptêmes avec toi parce que là c'est mon baptême de plateau télé, où j'ai expliqué un petit peu mon parcours de vie. Le titre que j'ai donné à cette conférence, c'est Donne un sens à ton bonheur. Et en fait, j'ai retracé mon parcours en disant que pour être heureux, il faut notamment avoir une vie riche de sens. Et moi, quand j'étais ado, je cherchais à donner un sens à ma vie, mais pas du métro, boulot, dodo. Et j'ai mis longtemps parce que j'ai commencé la musique à 30 ans, après une carrière de cadre commercial. Et je suis rentré dans la musique, ça correspondait à cette vie différente que je cherchais. Comment on fait quand on est cadre commercial, quand on gagne bien sa vie, tout va bien, se dire je lâche tout et je me mets à la musique pour peut-être que ça marche pas du tout. Je pense qu'il faut être curieux, un peu fou et avoir être malheureux dans son métier. Être malheureux dans son métier. Malheureux. Ouais, je l'étais. Ouais. Pourtant, j'avais un bon package, la voiture, le fixe, le package du cadre commercial. Mais effectivement, il me manquait quelque chose. Il y avait ce truc qui vibrait là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je l'ai trouvé à travers cette musique qui m'a permis. J'ai eu l'idée ensuite de créer un show complet avec. J'ai une tenue de spectacle avec des lumières, un instrument de percussion électronique. Donc j'ai créé ce show complet qui a plu de plus en plus, qui m'a permis d'arrêter au bout d'1 an et demi mon travail à la semaine. Et depuis 15 ans, je vis que de la musique. Et depuis peu d'autres activités avec Kiz aussi, mais le show s'appelle Percuman, il me fait vivre depuis 15 ans. C'est beau. Pourquoi finalement vouloir faire du bruit quand à côté tu es aussi une personne très calme? Est-ce qu'il y a cette énergie comme si tu l'avais enfouie et que tu voulais ressortir quelque chose de toi? En plus, je crois savoir que tu étais un grand timide quand tu étais enfant. C'est ça. Mais je pense que tu analyses bien la chose. C'est que oui. j'ai toujours été effectivement très timide, au point de rougir. J'étais assez bon en cours, mais dès que j'étais interrogé pour aller au tableau et tout, c'était horrible. Transpiration et tout, c'était ouf. Mais j'avais ça aussi. Mais je pense que tu perds en grandissant. Ce truc de devenir tout rouge, quand quelqu'un te parle. Mais tout le monde ne perd pas, je pense. C'est un travail à faire sur toi-même, c'est une décision à prendre. Et c'est pas fort. Et je connais des gens qui sont plus âgés que moi et qui ont toujours cette timidité. Je pense que ça va être les expériences que tu vas faire, que tu vas oser, et ça va te changer, quoi. Et je pense aussi que le fait que tu incarnes, tu vois, un personnage comme moi, j'ai pu incarner Preston dans le milieu de la nuit à l'époque. Et ça aide en fait, bien parce sûr. Que tu as l'impression de mettre un certain masque et c'est pas vraiment toi. Parce que moi, tu n'es pas Aurélie Preston? Je suis Aurélie aujourd'hui. Aurélie, j'ai laissé Preston au placard. C'est qui Preston? C'est, on va dire, justement, le personnage que je me suis créé qui m'a permis de survivre en fonction de certaines situations de ma vie et qui pourrait faire des choses folles que je ferais jamais. C'est vrai? Ouais. Elle a fait quoi, Preston, de fou que tu ferais pas aujourd'hui? Déjà d'aller danser en club à l'époque, ou même faire du strip ou de la performance, des échasses, chanter, faire des clips. Enfin, moi, je me verrais jamais me dandiner comme ça devant une caméra en train de chanter. Non. C'est vrai, mais pourtant, t'es chanteuse, c'est ce qui te fait vivre. Ouais, mais c'est Preston sur scène. Aurélie, c'est plus la personne qui va écrire un peu torturée sur sa piste cyclable Montpellier-Palavas. Donc voilà. Aurélie, c'est une bonne amie aussi. Aurélie, c'est bonne amie. C'est quelqu'un de fidèle et loyal. Par contre, faut pas la prendre pour une... j'ai posé mes limites, tu vois. Voilà. J'ai appris. Et du coup, quand on est un petit peu abîmé, comme tous autour de la table, vous êtes les invités, mais on pourrait faire aussi une analyse d'Alice et moi, ça paraît, et de Taya. Comment on fait pour trouver la personne qui nous complète? Comment on fait pour trouver l'amour? On le trouve avec soi-même. C'est toi ta propre meilleure amie. C'est avec toi que tu vas aller du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas chercher à compenser quelque part. Il faut apprendre à aimer toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient sombres ou moins sombres. Et c'est OK aujourd'hui de s'occuper de tel trauma et de pas de s'occuper de celui-là. Tu vois, et c'est OK aussi aujourd'hui d'apprendre que le bonheur, il est maintenant. Parce que la part des gens se fixent des objectifs. On en parlait avec Lise justement juste avant. Les gens se fixent un objectif. Quand j'aurais réussi à avoir ça, je serais heureux. Mais en fait, non. Parce qu'après, en fait, ce milieu-là devient ton quotidien. Par exemple, demain, tu fais tout pour avoir ta promotion de manager. Tu es manager, mais tu vas être entouré de managers. Donc ça devient en fait ton quotidien et ta normalité. Donc tu vas vouloir être encore plus haut. Et au final, c'est ça de s'essouffler. Et en fait, pour moi, la richesse, c'est de savoir profiter du temps présent et voir ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, et apprendre à s'aimer aujourd'hui. OK, là, je pleure. OK, je pleure, mais c'est pas grave, c'est beau. Pourquoi je pleure? Parce que nanana. Et essayer toujours de voir les choses de la façon positive. J'ai perdu mon chien il y a un mois et demi et c'est quelque chose d'horrible pour moi. Et j'en pleurais il y a 2 jours en traversant la rue. Enfin, j'étais au volant et il y a un coquard qui traverse la rue en laisse. Et je pleurais. Et je regardais le ciel et je me disais, OK, là je pleure, OK, j'accepte. Mais Richie, il est en haut, il est content, il me voit heureuse. Et mon chien, aujourd'hui, je préfère qu'il soit là-haut
que oui, aujourd'hui ici peut-être l'histoire dans un est état horrible avec ton chien. Ouais. C'est Alice qui m'en a parlé. Est-ce que pour ceux pour qui, je sais pas si tu connais l'histoire, tu peux raconter ce qui s'est passé? Malheureusement en fait on avait un trou dans le jardin et le chien il a filé en fait sur la gare de Montpellier-Sud-Saint-Roch et il s'est fait renverser, sauf qu'en fait il avait la cataracte, il était en train de pisser le sang, les jambes la éclatées, carotide. la carotide, pardon. Normal. Et ça a été très dur, mais hier j'ai accepté ça, j'ai pris un nouvel animal de compagnie. Mais donc il était renversé. Est-ce que la personne s'est arrêtée? Non, elle s'est enfuie et en plus de ça, le taxi qui a aidé mon chien avant que j'arrive, il m'a dit, il a regardé s'il y avait des caméras et il est parti en fait. Et donc moi je disais aussi que c'était un scandale qu'on paye des impôts par exemple, qu'il n'y ait pas de caméra, parce que même, je prends l'exemple d'une petite fille aujourd'hui avec tout ce qu'on entend comme choses horribles sur les viols ou sur les faits divers. Donc il y a une personne à qui il arrive quoi que ce soit devant la gare de Montpellier, il n'y a pas de caméra, la nuit elle tombe vite, enfin c'est horrible. Et en plus de ça, quand on appelle la police, on me dit ça va, c'est comme si on écrasait un chat, mais je suis désolée, hein, tout être vivant c'est une vie. Ouais, surtout quand Et c'est horrible en fait, mais c'est ça. Et puis même j'ai été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux en disant c'est pas son enfant, mais je suis désolée, pour moi il n'y a pas plus beau qu'une relation entre un humain et un animal. Parce qu'un enfant, quand je vois ce que ma mère a fait vivre à ma grand-mère, qui a été parfaite avec elle, et ben c'est ingrat. Un enfant peut être ingrat, un animal, ça ne l'est jamais. Et c'est important de le dire. Ouais. Très juste ce que tu dis. Et puis je trouve qu'on minimise. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de comparer. Non, mais de toute façon, c'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison au malheur. Il n'y a pas de comparaison au malheur tel qu'il soit. On ne peut pas comparer quand on souffre de quelque chose. Une relation d'un animal à un humain, enfin, il n'y a rien de comparable. C'est ton histoire et elle t'appartient. Mais il faut le vivre pour le croire. Moi, j'ai aussi perdu un animal écrasé devant chez moi. Moi-même, j'ai été étonnée de la réaction dramatique que j'ai eue. Je me suis pas reconnue. Et là, j'ai réalisé à quel point on minimisait ce que pouvait être la mort d'un animal, surtout quand c'est dans des circonstances avec un choc traumatisant. Parce que, bon, moi j'ai perdu des animaux de vieillesse, de maladie, comme tout le monde. J'ai perdu les grands-parents de vieillesse, de maladie. Je n'ai jamais été dans cet état-là. L'accident, comme ça n'a pas prévu, c'est l'horreur. Quand on a souffert dans des relations, quand ça a été difficile de se mettre en place, etc., est-ce qu'on n'a pas tendance à endosser le rôle de super-héros, de Mère Teresa, de la personne qui va toujours aider les autres, et parfois qui se font un peu rouler parce que c'est toujours bien d'aider, mais les gens en profitent. T'as été dans ce cas-là? Oui, plein de fois. Plein de fois déjà, je me suis pas écoutée et il fallait toujours que je sois parfaite. Ça a été un très gros problème pour moi, le perfectionniste. De devoir toujours être belle, intelligente. Avant, je m'interdisais de manger au McDonald's. Donc, je mangeais toujours ma diète avant d'aller au McDonald's avec mes amis. Fallait que je sois irréprochable pour être aimée. Parce que j'avais l'impression que vu que j'avais été abandonnée, j'étais pas assez aimable, en fait. Et du coup, dans tes relations amoureuses? Dans mes relations, je me suis fait bouffer. Et puis, j'ai eu beaucoup de tolérer des trucs intolérables. Des choses intolérables. Et je me disais, oui, mais c'est peut-être ça, en fait, d'avoir une famille. Vu que j'avais pas de repères et que je savais pas à quelle échelle je me basais. Donc oui, c'était horrible, mais même en amitié. Et puis même encore dernièrement, quand je suis sortie de l'hôpital, malheureusement, je me suis fait voler 70 000 € par mon ancien manager. Un enfoiré. Avec qui je suis en pénal aujourd'hui. Mais voilà, il faut se battre. Et la vie, c'est ça, c'est se battre et savoir aussi profiter de l'instant présent. Pourquoi tu t'es fait... Comment tu t'es fait voler? Parce que cette personne-là est arrivée dans ma vie. Elle avait un gros CV musical. Elle m'a proposé de travailler avec moi, de prendre procuration sur mes comptes pour que je me concentre que sur l'artistique. Et voilà. Et je sortais de l'hôpital et je faisais 32 kilos, donc voilà. C'était facile de faire rêver, quoi. Ouais. Mettre des paillettes. Kiss, toi, t'es celui qui tend toujours la main? C'est un gros sujet, ça, pour le coup. Et alors, je pense que c'est lié au fait que j'étais timide, manque de confiance et tout. Et je suis effectivement, pour revenir dans les relations, où je suis tombé dans des relations où je suis resté beaucoup trop longtemps. Et j'aurais dû partir bien avant. Et, tu restais pour aider? Ouais, c'est ça. Et puis parce que je croyais être amoureux. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas forcément ça l'amour après coup. Mais ouais, t'essaies d'aider la personne. Et tu te rends compte que si la personne ne veut pas s'aider elle-même... Mais il n'y a pas toujours quand même un dominant, un dominé dans des couples. Et d'ailleurs, que ça change selon les moments de la vie. Hein. Mais est-ce que c'est toujours forcément une équité? Non, ça l'est pas toujours. Et le problème, c'est quand c'est toujours dans un sens. Et là, il y a un souci, effectivement. Après, peu importe ce qu'il y a derrière, mais... Et donc, moi, je sais que tu étais dans cette relation où la personne avait un trouble, je ne sais pas si tu veux le dire, mais en tout cas un trouble on peut en parler, bipolaire, ça arrive beaucoup. On l'utilise un peu à tout va, ce terme, mais quand c'est un vrai trouble diagnostiqué, c'est une vraie maladie. Et ça peut être un enfer pour le conjoint ou la conjointe,
je précise pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Bipolaire, c'est pas juste passer de « Ah là là, je fais des chaussures, ah non, je suis trop triste ». Non, ça n'a rien à voir, c'est une vraie maladie. Ça, c'est le syndrome prémenstruel. Ça n'a rien à voir. C'est juste être une femme, en fait. Voilà. Non, être bipolaire, c'est vraiment, ça peut durer des mois et des mois de période de dépression. C'est des grosses phases. C'est diagnostiqué par des vrais psychiatres. Et pour le conjoint, ça peut être terrible parce que, bon, ça peut se manifester content triste et puis ça peut se manifester hyper motivé, hyper cruel avec l'autre. Voilà. Ouais. Donc je crois que c'est ce que tu as vécu un petit peu. C'est ce que j'ai vécu dans une relation à laquelle je suis resté 5 ans et ça a été très compliqué. Et tu as des enfants, c'est avec cette jeune femme alors, que tu as j'ai pas des enfants avec elle, j'avais des enfants d'avant. D'accord. Et la relation justement avec mes enfants, à cause d'elle, a été compliquée. Donc moi, je voyais carrément mes enfants à l'extérieur de ma maison. Enfin, ça a été, les pauvres. Et j'arrive, tu vois, on en parlait tout à l'heure, je bois pas, je fume pas, je prends aucune drogue. Et malgré le monde de la nuit, on peut croire. Mais c'est comme ça que tu perdures aussi. Hein. C'est vrai comme qu'on ça. se le dise. Hein. Exactement. Ceux qui ne tiennent pas, c'est parce que justement, il y a trop de produits. Mais là, j'étais arrivé avec cette personne, du coup, elle fumait du cannabis et j'étais arrivé carrément, j'allais lui acheter des zones et tout. Ouais, c'est impressionnant. Mais tu fais des trucs où tu essaies au mieux d'arranger les choses au mieux parce que tu as peur de l'explosion qu'il y a derrière. Et au final, ça marche pas. Et dans les messages que j'essaie de faire passer aujourd'hui sur mes réseaux, justement, je prends du recul sur les expériences que j'ai vécues. Et il y a des gens qui essaient de s'accrocher sur... Il y a des relations, ouais, il faut se battre. Mais il y en a certaines où il faut partir loin. Et quand on est dedans, on a un peu du mal à le voir. Et à partir de quand, d'ailleurs ? Mais je pense aussi que c'est justement quand tu apprends vraiment à t'aimer et à te connaître, tu sais ce qui est OK pour toi de vivre avec. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je pourrais pas être avec une personne qui est dépendante à des drogues ou qui est violente physiquement ou autre. Donc en fait, je pense que personne peut être avec des personnes. Ouais, mais en fait, il y en a qui vont combler aussi. Par exemple, quelqu'un qui a connu justement un père violent ou une mère violente, peut-être que tu vois par compensation va se mettre dans un schéma comme ça. Mais donc il n'a pas réglé. Voilà, il n'a pas réglé le truc. Alors qu'en fait, pour moi, il faut régler ses problèmes, savoir ce qu'on accepte ou pas. Et c'est à partir de là, je pense que tu peux prendre les bonnes décisions. Et ça prend du temps, je pense, de régler. Parce que bon, c'est facile à dire comme ça, mais pour les personnes qui... D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions pour que Aurélie ou Kiss puisse répondre en commentaire. C'est pas évident, c'est sûr. Nous, on le dit comme ça, il faut régler ses problèmes. Ça peut prendre des années de psychanalyse. Mais il faut gérer problème par problème. Et puis, il faut gérer aussi ceux qui sont gérables. Parce que tu vas pas gérer juste des trucs qui sont inutiles et qui font, entre guillemets, ne t'amènent pas de parasites au quotidien. Absolument. Tu vois, je veux dire, moi, je suis perfectionniste. Alors, ok, j'essaie d'être un peu plus, tu vois, cool et de lâcher prise là-dessus. Mais c'est pas parce que je suis perfectionniste que je vais attirer des mauvaises personnes à moi ou autre. Il faut aller sur les schémas qui vraiment te posent un problème quotidien. Alors, pourquoi tu as été attirée par des mauvaises personnes alors ? Parce que je cherchais un père déjà quand j'étais jeune. J'ai eu 2 relations avec des hommes qui avaient 13 et 15 ans de plus que moi et que je n'aimais pas. Hein. Je les aimais d'un amour familial. Voilà. Mais parce que je cherchais ce que c'était en fait le père. Et puis je me mettais des fois dans des situations, tu sais, d'abandon. Pour comprendre pourquoi mon père m'avait abandonnée en fait en utilisant la personne en transfert. Alors, tu poussais à bout, par exemple. C'est le truc et sans m'en rendre compte. Compte. Aujourd'hui, on te voit, on t'a vu à la sortie de ton livre et un petit peu avant, on t'a vu au plus mal. Alors les réseaux adorent, ils se délectent de ça et on voit des images de toi très maigre, très affaiblie, très triste. Aujourd'hui, on te voit, t'as l'air heureuse, t'es en pleine forme, t'as un grand sourire, t'es lumineuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses. Ouais, s'en est passé. Il y a eu trop de choses. Et puis j'ai vécu une grave agression et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc voilà. Mais après, j'ai envie de dire, quand ça fait depuis toute ta vie que tu te bats, il y a un moment donné où Atlas s'effondre. Voilà, à force de tenir le monde sur tes épaules comme tu peux. Et justement, comme tu le disais Alice, quand tu es le seul enfant qui survit ou autre, moi je sais que je veux jamais appeler ma grand-mère pour lui faire du stress. Donc en fait, t'encaisses tout. T'encaisses tout, et puis voilà, quand t'aimes les gens, tu les préserves aussi. Au point que tu t'en détruis par toi-même. Et moi, c'était la goutte d'eau de trop, et j'ai voulu mourir. Et j'ai pas honte de le dire, et j'aime pas, quand on dit tout le temps le terme tentative, non, on tente pas de mettre fin à ses jours. Elle tentait pas, Aurélie. Voilà, c'est Alice qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Elle tentait pas. C'est elle qui a appelé les pompiers. Et elle m'en voulait en plus, parce qu'elle voulait vraiment pas. Hein. Non, moi j'avais fait mes lettres d'adieu. Moi, je suis une personne, quand je fais quelque chose, elle voulait. Je vais pas, moi justement, je voulais pas être dans les appels sinon. Je voulais pas être dans les appels à l'aide comme ma mère. Comment tu vois cette Aurélie d'il y a quelques mois ? Est-ce que toi, tu aimes ta vie aujourd'hui ? Ce que je voulais te dire, c'est que là, moi, je vois une fille autour de moi qui est lumineuse. Donc, tu as voulu mettre les fins à tes jours. Tu étais au plus mal. C'est quoi ton regard sur cette Aurélie d'hier ?
Ben, en fait, mon regard, il est très honnête et il est très vrai, en fait, avec elle. C'est-à-dire que je la comprends. Je comprends toujours cette facette de moi parce que je trouve que le monde dans lequel on évolue aujourd'hui est très difficile. Quand on regarde, il y a beaucoup de violence. On est quand même dans un environnement qui est violent, donc il faut apprendre à faire sa petite bulle, à vivre dans un certain déni de certaines choses parce que sinon tu ne survis pas quand tu es hypersensible ou en pâte ou autre et que tu es à l'humain. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que l'humain a quitté la Terre. Voilà. Mais je dirais juste qu'il faut... moi, en tout cas, comment je le vois aujourd'hui, si je prends du recul, je me dis que c'est beau parce que mon parcours sert à d'autres aujourd'hui. C'est en ça que je vais faire les tables rondes, le harcèlement, la lettre à Brigitte Macron, que là j'écris le 2e bouquin pour essayer de donner des clés aux gens qui souffrent comme moi ou qui ont pu souffrir comme moi. Et en fait, c'est ça, c'est cet échange-là qui donne l'envie de vivre. Tu regrettes cet acte ? Non. Je sais pas, non, elle elle était regretter. très... Non, de toute façon, je regrette rien dans ma vie en général, c'est-à-dire que... Mais la vie, elle est pas belle aujourd'hui ? La vie, elle est belle parce que justement, j'ai de l'échange avec des gens comme moi. Et peut-être qu'en étant pendant aussi 10 ans silencieuse sur les réseaux sociaux et en étant que, justement, Preston, une vitrine vide, sans fond, parce que j'avais été tellement publiquement exposée que je voulais plus me livrer, bah là, j'ai pu être moi, en fait. Je me suis mis à nu à tous les niveaux et j'ai pu dire, bah ouais, moi aussi, je souffre. Et j'ai humanisé mon contenu. Et je pense que les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui. Ils ont besoin d'humains, surtout après un Covid. Et t'as pas l'impression que, encore une fois, t'endosses le rôle de celle qui va sauver ? Ouais, mais je l'endosse parce que je me suis sauvée. Et puis ça fait Et que là, ça prend son sens. Parce que quand on fait des dédicaces et qu'on a des gens qui m'écrivent sur les réseaux et qui me disent j'ai envie de mourir, ou que c'est grâce à toi que je vis aujourd'hui, mais ça, c'est beau, ça me touche, ça me retourne. Et je me dis, bah voilà, là, je suis là pour quelque chose, en fait. C'est pas en vain. Parce que avant, quand on, par exemple, je disais ça l'autre fois, avant, quand on était sur des grands discours de personnes qui ont sauvé le monde ou qui ont fait changer les choses, il y avait une vraie quête d'amélioration. Aujourd'hui, il y a une quête de destruction. Les gens aujourd'hui se lèvent pas dans la rue pour avoir des améliorations, ils se lèvent dans la rue pour aller détruire quand il y en a 2-3 qui essayent justement d'améliorer la vie des autres. Et c'est pour ça, pour moi, c'est les passionnés en fait qui soulèvent le monde, pendant que les autres le laissent tomber. Donc il faut continuer d'être passionné, il faut continuer de créer et d'essayer à travers soit les livres, soit la musique, soit l'art, de transmettre des belles choses. Donc c'est ça l'Aurélie d'aujourd'hui, avec OR, parce qu'avec cet or, on arrive à réparer ce vase. C'est quoi ton actualité là ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc tu as dit la suite, ça va être un livre, un nouveau livre. Oui, en gros, le premier livre que j'ai fait avec Alice en 3 semaines à ma sortie d'hôpital a tellement marché en auto-édition sur Amazon que là j'ai signé avec les éditions Le Duc pour faire une réédition où j'ai rajouté 4 chapitres, notamment un sur le harcèlement qui me tenait beaucoup à cœur. Le harcèlement, c'est quelque chose qui s'est passé récemment ? Non, c'était l'année dernière. L'année dernière et puis toute ma vie. J'ai eu, on va dire, le cyberbullying, j'ai eu le harcèlement dans les téléréalités, j'ai eu le harcèlement intrafamilial ou même au travail. Après donc, la télé, j'avais parlé de tout ça pour... voilà. Elle a eu sa séquestration avec une personne horrible qui l'a transformée en une Aurélie qu'on ne connaissait plus. Ses amis, sa famille et nous. Donc là, la suite de l'actualité, c'est la suite de la réédition du livre. Le 10 avril. Et est-ce que tu vas rechanter ? Oui. J'ai sorti un son qui va avec le livre, en fait. D'accord. Donc c'est trop cool. Je commence la promo là, Bruxelles, Paris, Énergie, Aix. Enfin, c'est trop bien. Il y a de la musique, il y a de la lecture, tout ce qu'on aime, de l'art. Bravo. L'art, ça te connaît, puisque tu es quand même un artiste, alors tu continues ta tournée avec tes percus. Ouais, c'est ça, je continue. Qu'est-ce qu'on peut attendre Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le feu ? Alors là, on est en train de travailler un partenariat avec Clubbing TV, où je devrais faire une tournée avec eux, ce qui va être assez cool. Donc ça, c'est du côté de Percuman. Et ensuite, du côté de Keys, je suis en train de travailler sur des accompagnements vidéo. J'aime transmettre, et je pense que c'est ce qui m'a amené à ça, et des accompagnements vidéo sur les personnes qui ont un manque de confiance en eux, qui ont un manque de sens dans leur vie, qui ont trop de timidité, pour partager mon expérience et essayer de faire grandir les gens. Tu penses que les gens qui fréquentent la nuit sont des gens qui se sont détruits ? Pas toujours, mais je pense, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, j'ai commencé la musique avec juste la percussion, et quand j'ai eu l'idée de créer tout un personnage, j'ai un casque, j'ai toute une tenue, et la première soirée où j'ai fait cette soirée avec le casque, tu te sens quelqu'un d'autre, et cette sensation, elle est super intéressante, elle est super agréable. Après, ça fait 15 ans, aujourd'hui, j'ai toutes ces keys, ça fait partie de moi, Percuman, ça fait partie de moi, j'ai un autre nom qu'on connaît pas trop. En fait. C'est ça, j'ai Schizophrénique, qui est un autre réseau social que personne connaît, qui est beaucoup plus taré, mais tout ça, c'est ce qui fait moi et ce qui m'épanouit aujourd'hui. Et
Et donc, ouais, ça me permet de me sentir bien. Et moi, j'aimerais parler aussi d'un autre talent que tu as, parce que tu es aussi voix off, je Oui, crois. c'est vrai. Les Parce réseaux que sociaux cette voix qui m'ont fait devenir hypnotise. voix off, ouais. Alors, c'est marrant parce que je le fais rapidement. Le dev perso, j'en fais depuis pas mal d'années. Je voulais lancer une chaîne YouTube autour de 2016-17. J'ai pas pris le temps et puis je me suis dit, je suis pas très crédible. Il y a déjà des gens qui font des choses très très bien. Finalement, c'est venu à moi en voulant créer un nouveau show qui s'appelle Kiss, quand tu mets à l'envers, ça fait Zik. Et ce nouveau show, finalement, je me suis mis sur TikTok l'été 2020, un peu après le confinement. Et puis, je posais des vidéos sympas, je faisais de la musique avec différents appareils. Ça montait pas plus que ça. Et un jour, je pose une vidéo motivante où je dis en gros, ferme les yeux, imagine ta vie de rêve, qu'est-ce qui t'en empêche? Et cette vidéo, elle a buzzé. Alors j'avais un petit compte, ça a explosé. Et c'est parti de là. Et j'ai toujours voulu faire de la voix off. Je m'étais jamais penché dessus. Ça fait quelques années que je pensais au dev perso. Et finalement, il y a tout qui est arrivé à moi, enfin qui est arrivé. J'ai fait en sorte que ça arrive en faisant toutes ces choses au fil du t'as temps. une voix envoûtante. Merci. On va parler des objets fétiches, puisque Alice vous a demandé de ramener votre objet fétiche. On commence par toi, Aurélie. J'en ai amené 2. T'as pas pu choisir. Waouh. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce livre? Regarde, montre à Ariane. Qu'est-ce que c'est que ces petites brisures dorées? Ah, bah voilà. Et ben voilà. C'est le Excellent. Kintsugi. Il est Excellent. beau, hein? Ouais. Magnifique. T'es fière de ce livre? Ouais, je suis fière de ce livre. Je suis fière pour le message qu'il transmet. Tu sais, à chaque fois, je me dis, imagine là, on va dire, allez, ta petite fille ou ton arrière-petite-fille, elle est dans une petite maison de campagne où il y a des livres et tout, et elle tombe sur le tien, elle lit ton histoire et ça déclenche quelque chose en elle. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec les livres et le physique, en fait, comparé au numérique. Donc c'est vrai que pour moi, un livre, c'est intemporel. Et c'est quoi, toi, ton livre, ton livre de chevet? C'est quoi le livre qui t'a plu quand t'étais petite? Ou maintenant? Et bon, il est un peu dépressif, mais c'est Bonjour Tristesse de Sagan. D'accord. Mais j'adore. Ouais. Sinon, aujourd'hui, je suis plus sur du roman, on va dire, allez, du Amélie Nothomb ou ce genre de choses, parce que j'aime beaucoup sa plume. Tu as dit que t'en avais amené 2. C'est quoi le deuxième? Mamie! Mamie? Allez, viens au T'es plateau. pas un objet? Je suis pas un livre. Allez, viens. Allez, Madeleine, Tu viens. viens avec nous, allez. Viens, Mamie. Et voilà, mon objet fétiche. Voilà, Viens au milieu, là. la grande dame. Tombe pas. Allez, hop. Voilà. Non, mais il faut pas se prendre les pieds à table. Et voilà. Vous savez, on a une séquence dans l'émission. Alors, on va parler, mais comme vous venez de vous asseoir, eh ben, on va faire ça maintenant. On a une séquence dans l'émission que vous allez faire malgré vous. Tout à l'heure, tu vas devoir adresser un message à ta future fille ou aux gens qui te suivent. Et là, tout de suite, je vous propose, Madeleine, c'est ça votre prénom? De faire un message à Aurélie. Elle est à côté de vous, mais moi, je vais vous demander d'oublier pendant une seconde le fait qu'elle soit là. Je vais filmer, tenez le téléphone et faites-lui un message. Bonjour ma chérie, c'est mamie. Je voulais te dire, mais d'ailleurs tu le sais, que tu es ma raison de vivre. Voilà. Ouais. Ça résume tout. Est-ce Je t'admire de tout ce que tu fais. Je trouve que c'est sensationnel. Que dire de plus, hein. Tu ne donnes que des satisfactions depuis que tu es petite. Toujours des bons. Mais non, c'est que du positif, vous dites qu'elle est géniale. Il est dur cet exercice. Hein. On est tous en train de pleurer. Merci, hein, Ariane, hein, merci. Je ne savais pas que Madeleine était là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Elle est là, notre Mais Madeleine. vous êtes un petit peu la femme de l'ombre qui l'ange gardien de l'ombre, en fait. Oui. Ah, je l'emmenais partout, en showcase et tout. Jusqu'à des 6h du La matin. pauvre Madeleine. Madeleine, elle a fait des shows aussi en boîte. Ah, elle a tout fait. Bon, allez, je vous laisse faire un petit câlin. Je reviens après, réfléchis à ce que tu vas dire à ta fille. Hein. Parce qu'en plus, on doit faire cet exercice quiz. Et là, pour le coup, je sais que t'es papa. Ouais. On n'a pas eu le temps de parler de ce rôle de papa. Mais je voudrais que tu adresses un message à tes enfants pour qu'ils ne fassent peut-être pas les mêmes erreurs que toi ou peut-être qu'au moment où ils vont se retrouver devant une décision à prendre, eh ben, qu'ils aient cette voix du papa, parce que quand on a besoin, on n'ose pas forcément demander à ses parents. C'est vrai, c'est vrai.
Ok, c'est dur votre truc. Donc ce que je dirais à mes 3 enfants, parce que j'en ai 3 du coup, c'est que vivez votre vie à vous. Pas la vie que moi je veux pour vous, que votre mère veut pour vous, mais vivez votre vie à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de parler, de câlins ou autre que je peux vous fournir, n'hésitez surtout pas. Et faites attention vraiment à vous et à votre petit cœur, c'est important. C'est beau. Merci beaucoup. On aurait tous aimé avoir un papa comme ça. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je pense que ça va Je toucher. l'adore. Ouais. Moi, j'aurais aimé un papa. Mais comme voilà, lui. un papa comme Keith. Voilà. T'as un papa d'adoption, là, si tu veux. Je te le prête. J'ai amené les papiers. Alors, et t'as encore quelques secondes de répit parce qu'on n'a pas parlé de l'objet fétiche Ouais. de Keith. Alors C'est moi quoi cet objet j'ai fétiche 2 objets fétiches. Donc j'ai mon instrument de musique qui m'a permis de voyager dans le monde. Donc Ah ouais. il fait partie de mon choix intégral, mais c'est une percussion électronique et du coup les gens Trop sont cool. fous, ils connaissent pas l'instrument alors qu'on J'aime bien, vient elle a l'air en plus ancienne et tout, j'aime bien. C'est quand c'est vintage surtout qu'elle a comme ça. beaucoup vécu. J'adore. Et mon deuxième objet fétiche, qui est ma deuxième vie, c'est mon micro. C'est lui qui m'a fait commencer les vidéos sur les réseaux et qui m'a fait devenir voix off derrière. Donc voilà, lui il a été aussi super important. Et merci. toujours, tu les utilises, c'est un peu tes objets fétiches dans tes shows. Ça c'est mon appareil de show et ça c'est mon appareil avec lequel je fais mes voix off. Merci aux Actuellement, constructeurs de ces appareils, garantis. Merci. Grave. Garantis, super. Bon, après, je dis pas que t'as 6 siècles. Hein, Mettez en commentaire si vous aussi vous avez un objet fétiche, si vous aussi il y a quelque chose qui vous représente, on a hâte de connaître lesquels. Bon, c'est le moment, Aurélie, pour clôturer cette émission, on a besoin de ton petit message. Alors, je sais que les personnes qui te suivent comptent beaucoup pour toi, mais je voudrais que tu fasses ce message aux personnes qui suivent et peut-être à la petite fille qui sera peut-être la tienne, ou alors la petite fille intérieure que tu as laissée. Ok. Eh ben, bonjour à toi. Déjà, une chose très importante dans la vie, c'est juste là, prends le temps 2 secondes, respire et écoute ce que je te dis. Mets ton cerveau en off sur tout le reste. Je sais que la vie, elle n'est pas forcément juste. On te dit qu'avec ça, on te dit que la vie sera belle, remplie de choses incroyables, mais ce ne sera pas forcément vrai. Mais il ne faudra jamais que tu oublies une seule chose. Tu peux compter sur toi. Si on te donne cette étape-là, c'est que tu peux la vivre, tu peux pallier à ça. Et surtout, je serai toujours là, derrière toi. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir Merci été avec à nous. vous. Merci C'était à un vous. bonheur. Merci. C'était trop cool. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du bonheur, De de la continuer vie. à être bien, de la vie. Et de toute manière, les gars, Vivance. on ne se fait pas de soucis pour vous. Exactement. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez Merci. pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser plein de commentaires, pas 1, pas 2, au moins 18 chacun. N'hésitez pas aussi à nous partager vos impressions, à poser vos questions à Aurélie et Keith qui se feront un plaisir d'y répondre sous la vidéo, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement sur la chaîne, n'est-ce pas Ariane? Évidemment, on sera là. Des gros On ne fait bisous. pas de soucis pour vous. Bye bye. Ciao. Ciao.